Bonjour, bienvenue dans notre émission donc du 28 mai 2025. Et donc, nous allons commencer par avec une interview donc de Mathieu Kazovic, qui déclare, donc c'est un artiste, un acteur, pardon, les Français de souche sont des fins de race. Et cela pour expliquer que, désolé messieurs, dames, vos enfants vont faire des enfants avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Portugais, de tout dans le monde entier parce qu'on circule et que le monde est fait pour ça. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche. Enfin, si cela s'appelle des fins de race, ils vont se mélanger avec les autres. Alors, c'est une évidence que avec l'augmentation des transports, enfin de la multiplication des moyens de transport, de la vitesse également pour aller d'un bout à l'autre de la planète, qu'on a plus de mélange qu'autrefois. Mais une civilisation se caractérise surtout, non pas par sa génétique, mais depuis longtemps, parce que avant on avait quand même des tribus. Il faut remonter aux époques tribales. Mais à partir du moment que vous avez eu des empires, des nations, la pratique de l'esclavage, il y a eu bien évidemment des mélanges. Mais vous avez des mélanges, vous avez suite à ces mélanges, une population plus ou moins hétérogène qui apparaît et qui favorise en fait la stabilité, parce que quand vous avez un mélange, ça veut dire que vous avez une assimilation totale, c'est-à-dire un mélange culturel. Donc c'est là qu'il oublie de dire. S'il n'y a pas de mélange culturel, s'il n'y a pas d'assimilation, ben ça conduit non pas à ce qu'il prétend, à des fins de race, mais ça conduit tout simplement à des guerres civiles communautaristes. Voilà. Donc, je tiens à faire remarquer que les Français de souche, comme il le dit, et comme effectivement les Français, on va dire autochtones, qui sont nés en France, de parents français, qui sont étaient révoltés qu'on leur dise que la civilisation française, par exemple, n'existe pas, qui sont issus d'un melting pot, etc. Et qui tiennent à leur histoire, qui tiennent à leur civilisation. Donc, ce sont dénommés parfois Français de souche, mais ils n'ont pas dit Français de race, car tout simplement, ils n'ont jamais revendiqué une caractéristique raciale, tout au plus. Bon nombre se considèrent comme de nature indo-européenne, mais ça fait une minorité, avec des origines donc communes avec l'Europe continentale. Et même, si on voit même grand, parce que vous avez même des pays à la périphérie de l'Europe, à cheval entre l'Europe et l'Asie. La Turquie est par exemple essentiellement d'origine asiatique. Dès qu'on passe de l'autre côté du Bosphore, on est sur le continent asiatique. Mais vous avez eu des colonies grecques, vous avez eu une latinisation avec l'Empire romain, vous avez eu les populations arméniennes d'origine sémite, et ce n'est que bien plus tard que vous avez l'envahissement par des peuplades venues du nord, nord-est, exactement, qui étaient donc ces populations turcophones. Mais les Turcs, déjà, en eux-mêmes, n'étaient pas d'une origine tribale pure. On ne sait pas très bien leurs origines. Ce serait un mélange avec certaines tribus des Huns, donc c'est-à-dire les Huns se rattachent aux Mongols plus largement, avec les Germains. Donc il y aurait eu déjà une mixité. Et lorsqu'on voit d'ailleurs les caractéristiques physiques des envahisseurs, ils sont par exemple par rapport aux Arméniens, ils sont très grands, blonds, tout ça, et ils ont des pommettes très marquées qu'on retrouve donc communes aux Asiatiques.
vous avez certaines adaptations physiques qui en fait sont liées à des adaptations au froid. Donc ça joue sur la morphologie, le nez allongé par exemple, les yeux bridés aussi, j'avais vu que ça avait une incidence, etc. Donc effectivement, vous allez dans un pays, au bout de quelques générations, vous avez d'une part des mélanges génétiques, mais une sélection naturelle d'adaptation au milieu qui faisait, enfin tout au moins pour autrefois, avant que la médecine prenne une telle place, qui allait faire des différenciations raciales, environnementales, par sélection. Donc ça, effectivement, c'est aussi quelque chose qui a tendance à disparaître. Donc, en ce qui concerne même les migrations qui sont d'origine du Maghreb, par exemple, Algérie, Maroc, Tunisie, c'est des peuplades d'origine majoritairement indo-européenne. N'oublions pas donc que le Maghreb, c'est vraiment, avec d'ailleurs la Turquie, le foyer du christianisme. Donc vous avez une base même culturelle commune, qui serait peut-être sage de retrouver d'ailleurs. Et vous aviez, par exemple, pour les tribus, c'est des tribus germaines, hein, les Vandales qui sont venus ensuite après l'Empire romain, ils adhéraient au dogme de l'arianisme. Alors, arianisme, ça n'a rien à voir avec le nazisme, les ariens, hein. C'est arianisme avec un I. Hein. Et donc, en rapport avec Arius, qui, à l'époque où l'Empire romain donc avait organisé l'empereur Constantin un des conciles de Nicée, là je crois que c'était au deuxième, où il était question de définir un dogme d'État pour ce qui est de la religion chrétienne. Donc c'est pour ça qu'on dit l'Église catholique et romaine. Eh bien, le culte officiel, parce que c'était vraiment un culte officiel, il a été fait par réunion des évêques, parce qu'il n'y avait pas de pape. Hein, ce qui correspondra, celui qui deviendra le pape par la suite, c'était en fait l'évêque de Rome, qui était évidemment quelqu'un de très important à cette époque-là, compte tenu de la place de Rome dans l'Empire romain. Donc, une majorité d'évêques donc était en faveur du dogme de la Trinité, et donc du coup, comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, l'empereur a tranché, et ceux qui étaient donc des disciples d'Arius ont été priés donc de renoncer à leur dogme, de rejoindre donc la croyance majoritaire. Ce que donc Arius un disciple d'Arius donc s'y est opposé, et c'est pour ça que l'arianisme lui a survécu, même on dit même souvent au sein même du Vatican, parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important en nombre. Donc vous voyez, ces envahisseurs vandales, ils étaient des chrétiens convertis à l'arianisme. Donc, ce qui est aussi une façon de s'opposer à l'Empire romain. Vous remarquerez, quand il y a une opposition, on choisit toujours la religion opposée, donc, dans l'Antiquité, à celle qui est celle de l'Empire auquel on veut s'opposer. Donc, au catholicisme, l'arianisme. Donc, l'islam, en fait, n'a fait que reprendre ces croyances dogmatiques. On retrouve l'opposition à un Jésus, fils de Dieu. On retrouve une opposition donc au dogme trinitaire, la Sainte Trinité. C'est ça qui fait toute la différence, hein. C'est pas Mahomet. Hein. Mahomet est un prophète comme les autres, et dans le Coran, le Messie reste Jésus, et ça, même s'il est homme, sa naissance est tout de même surnaturelle. Ça, je sais même pas si Arius se considérait sa naissance comme surnaturelle. Peut-être bien quand même aussi. Donc, vous voyez, on a exactement la même chose. On n'a pas rien de nouveau sur le plan dogmatique. Hein. Donc, que vous prenez les musulmans, que vous prenez différents mouvements protestants, pas tous,
au sein de l'Europe. Bon, ça a été le cas des Cathares, par exemple, qui ont été fortement persécutés. Il y a encore d'autres églises protestantes qui ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu actuellement. Donc, et pourtant, c'est des gens... Maintenant, on n'est plus à l'époque de la guerre des religions. Ils sont parfaitement intégrés à la civilisation européenne. Et leur pourcentage, d'ailleurs, va varier suivant les pays. Hein. Où j'en étais. Donc, prenons également donc, les migrations qui viennent du Maghreb. Alors, vous avez eu ensuite, donc, pour ce qui est du Maghreb, les invasions arabes. Alors, les invasions arabes, vous me direz, arabes, c'est des sémites, mais n'oublions pas, comme à Alger, vous aviez dans toutes les grandes villes une très forte proportion d'esclaves. Or, ces esclaves étaient des Slaves, donc origine indo-européenne. Les Slaves, en fait, c'est une branche germanique. Hein. Et vous aviez seulement, je crois, 10% d'esclaves qui étaient d'origine subsaharienne, ce qu'on appelle l'Afrique noire, vu de manière populaire. Et vous aviez évidemment un faible pourcentage qui correspondait donc à la population des envahisseurs. Ils étaient loin d'être majoritaires, surtout dans les grandes villes, où il y avait donc des immenses marchés d'esclaves. Alors, n'oublions pas cependant que les Sémites ont dans leur descendance eu leurs gènes qui étaient plus importants que ce qu'ils auraient dû être, parce que ils pratiquaient donc la castration des mâles. Donc, vous aviez évidemment eu dans les descendants la moitié d'origine sémite, en gros, et la moitié qui était d'origine de l'esclave d'origine indo-européenne. Mais vous aviez aussi une population qui était sous la domination arabe, mais qui n'était pas esclave dans le Maghreb. Donc, vous aviez tout de même une majorité indo-européenne. Je pense notamment au cas des Kabyles. D'autant que les Arabes n'avaient pas colonisé entièrement l'Algérie. Vous aviez encore dans les Vandales certains qui sont réfugiés donc dans les zones montagneuses qui n'étaient pas à cette époque, qui étaient restés chrétiens. L'islamisation totale va arriver avec les Turcs. Après la fameuse défaite de Lépande, hein, où la marine turque, les pirates barbaresques qui empêchaient tout commerce en Méditerranée a été éliminée. Donc on a failli vraiment la menace turque l'éliminer à ce moment-là si les catholiques avaient trouvé moyen d'être un peu plus unis. Mais comme il ne le restait jamais, ils finissaient par se bouffer le nez, ça a permis à la Turquie de se refaire, si je puis dire. Et donc ils avaient délivré les esclaves. Il y a eu un moment où l'Algérie a soufflé, ça n'a pas duré longtemps. Les Turcs sont venus et cette fois-ci ils se sont dit il ne faut pas que les chrétiens reprennent pied en Algérie. Donc, islamisation forcée, et c'est là qu'on a eu une généralisation, mais ça a pris du temps, hein. Ils auraient mieux fait de libérer l'Algérie, le Maghreb, plutôt que d'aller s'embêter jusqu'en Palestine pour une histoire de tombeau. Mais bon, ça, c'est l'histoire. Hein. Ensuite... Donc, vous voyez, au niveau génétique, la différence, elle n'est pas énorme. De l'autre côté, vous avez du arabe, et du côté au sud et au nord, eh bien, le sang sémite était lié donc au peuplement des Juifs, qui datent eux aussi de l'Empire romain, qui était important déjà, même avant la destruction romaine, dans différentes... à Rome comme à Alexandrie. Hein. Donc, vous avez... toujours un peu des deux côtés, un pourcentage important, plus ou moins, et très nettement majoritaire, on va dire au nord, indo-européen, mais aussi, je pense, majoritaire tout de même aussi dans les régions du Maghreb, avec donc une variation d'origine sémitique.
les Juifs ayant été persécutés effectivement au fil des siècles, ça diminuait un peu l'impact génétique, mais n'oublions pas qu'avant-guerre, ils étaient tout de même très nombreux en France. Hein. Alors, ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, bon, c'est effectivement, c'est la migration subsaharienne. Ça, c'est quelque chose de très récent, et d'autant que c'est des populations à forte natalité. Alors, c'est là qu'est le danger. Il faut bien ne pas confondre une migration d'individus qui vont, la première génération, donc s'intégrer et avoir des enfants ou petits-enfants qui vont s'assimiler en prenant la culture française. Et c'est là ce qui est important, c'est d'avoir une culture qui n'est pas trop différente de la culture du pays d'accueil pour qu'ils puissent avoir en somme assimilation si on veut la paix civile. Alors, qu'est-ce qu'il entend, notre Mathieu Kazovic, par fin de race? À quoi fait-il allusion? Ça peut évoquer aussi autre chose que ce qu'il dit. Hein. Doit-on comprendre que les Européens ont réédité l'histoire des Amérindiens? Les Amérindiens auraient eu aucun mal à éliminer les premiers colons, ceux du Mayflower, surtout si les tribus indiennes n'avaient pas attendu d'être fortement submergés par les migrations européennes avant de décider de s'unir. Ils n'auraient même pas eu besoin de les massacrer, puisque pour survivre le premier hiver, ils ont eu besoin de commercer, d'échanger donc avec les populations amérindiennes. Donc s'ils les aidaient pas à survivre et qu'ils s'opposent aux colonisations ultérieures, ça ne serait pas arrivé. Seulement, effectivement, il y a eu une opposition à un moment donné. Ils ont attaqué les Européens qui étaient sur les côtes. Et c'est là qu'il y a eu une volonté de colonisation réelle, parce que justement, il y avait eu des massacres de colons. Hein. On sait que les tribus amérindiennes, donc elles n'étaient pas toutes d'origine asiatique, avec l'histoire de la traversée du détroit de Bering. On sait qu'il y a également une migration qui date de la dernière glaciation, qui fait que vous avez eu un peuplement européen très ancien, d'origine européenne très ancien en Amérique. Donc là aussi, vous voyez, les gènes, ça circulait depuis longtemps, c'est un fait. Donc le problème n'est donc pas tant racial que culturel. Et quand vous avez un certain temps de milieu de culture qui fait que ça tourne en rond, eh bien vous allez avoir une sélection de certains gènes qui vont caractériser justement certains types de populations, et qu'on peut tracer d'ailleurs l'émigration des populations par justement l'analyse génétique de l'ADN. Alors, ce qu'on entend par Français de souche, c'est évidemment les descendants des anciens agriculteurs qui, essentiellement au fil du temps, ont façonné le paysage français. Parce que la France, ne l'oublions pas, pendant très longtemps, a été un pays essentiellement agricole. On a aussi l'histoire, les grands hommes de l'histoire de la civilisation française, dont certains d'origine étrangère, à commencer par les reines de France, n'est-ce pas? Quant à Napoléon, on est étranger suivant comment on se considère. Il était corse et ses parents étaient séparatistes. Donc, il a été enfant, il ne se considérait pas comme français. Donc, on a des Français qui font souche, hein, parmi les plus grands. Parmi les Français de nos jours, parmi les Français de souche, eh bien, moi, je compte Éric Zemmour ou Jean Massia, qui sont de vrais Français de souche, profondément imbibés de culture française. Et ça, c'est pas une histoire génétique. Ce qui compte, c'est que leurs parents
se sont installés en France, se sont intégrés, et l'intégration a permis l'assimilation en ce sens que tous les deux ont totalement absorbé la culture française et sa complexité. Mais Mathieu Kassovitch n'a pas tout à fait tort. Si on entend par fin de race le fait de finir comme les Amérindiens, c'est-à-dire massacrés. Et ça peut se faire si justement il n'y a pas d'assimilation culturelle. D'ailleurs, je tiens à dire par contre qu'il y a eu un génocide, il y a eu une régression dramatique donc de la population des Amérindiens, mais il y a eu quand même une survivance, un formidable renouveau de leur culture, et ceux qui ne restent pas limités entre eux dans leurs réserves se sont de manière magnifique totalement insérés la civilisation américaine, que ce soit lors de leur participation militaire. N'oublions pas que les Amérindiens avaient justement certaines spécificités qui les a fait apprécier, des codes secrets qui étaient rédigés dans un dialecte donc amérindien. Vous avez aussi vis-à-vis du vertige aussi, je sais qu'ils étaient fortement appréciés, donc ils avaient certaines caractéristiques qui font qu'ils ont réussi. Vous avez eu des avocats qui ont défendu les droits aussi de certaines tribus, des droits de terre, des terres, etc. Donc il y a eu, après toutes les injustices qui sont subies, actuellement, donc, il y a vraiment un renouveau de cette culture qui a influencé également l'Amérique. À tel point que vous avez beaucoup de gens qui veulent revendiquer un ancêtre amérindien qui ont envie de s'enraciner par l'héritage amérindien en Amérique. Alors, donc, l'avenir donc de cette population migrante n'est pas de rester repliée sur des codes ancestraux qui n'ont rien d'originaux, qui sont ceux reliés aux codes ancestraux qui avaient lieu également en Europe, avec la guerre des religions, par exemple, hein. Et puis l'état mineur des femmes également. Donc, il faut simplement sortir du Moyen-Âge. C'est pour ça que je m'oppose à la stigmatisation des femmes par le voile islamique. Il n'a pas sa place, surtout chez les mineurs, hein. De même, faut-il expliquer aux enfants la complexité historique du Coran. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, le Coran, au niveau dogmatique, il n'a rien d'original. Il s'oppose aux doctrines trinitaires, comme d'autres religions l'ont fait, et ce qui ne les empêche pas de s'intégrer parfaitement en Europe, hein. Donc le problème, il n'est pas là. Il est à l'aspect moyenâgeux qui fixe cette population, qui justement, c'est elle qui ne veut pas évoluer pour finalement s'intégrer. On voit aussi, ça c'est particulier à l'islam justement, c'est ce refus de l'avenir, cette volonté de fixer le passé. Ça se voit en Iran, avec la répression de toutes ces jeunes femmes qui voulaient vivre de leur temps et qui ont été réprimées, enfin, puis des hommes qui les soutenaient, hein, n'oublions pas, d'une violence mais inouïe par des individus qui savaient que si on sortait du passé, c'était le passé était la seule chose, hein, qui leur permettait de maintenir leur notabilité, hein. Bon, le Shah avait voulu rentrer dans la modernité, mais sans faire bénéficier son peuple. Le peuple maintenant aurait voulu rentrer dans la modernité, mais ces élites en sont tout simplement incapables, fixées dans le passé par l'islam, par un islam donc trop conservateur.
Alors, c'est peut-être pas le cas non plus de tous les islams, hein, attention. Oui, donc on a eu la guerre des Cathares en France, donc on n'a pas envie de... Enfin, la répression des Cathares, la guerre avec les protestants, c'est évidemment peut-être pas des conflits à renouveler, hein. Donc il faut extraire du Coran les incitations à la haine et au meurtre des diverses populations, qu'elles soient chrétiennes, polythéistes ou athées, en rappelant qu'il s'agit simplement des vestiges des querelles du passé. Massacre d'une tribu juive à Médine, l'autre qui a été expulsé. Les rivalités avec l'Empire romain, qui lui donc était attaché à un dogme trinitaire. Donc c'est simplement une manière, si vous voulez, de constituer un royaume différent qui se sépare donc de l'Empire romain avec la conquête de l'Égypte. Parce que l'Égypte est à l'époque le grenier à grains des Romains. Donc ils ont bien pris soin d'ailleurs d'expliquer à la population qu'ils respectaient Marie, qu'ils avaient un profond vénération pour Jésus, etc., etc. Que dans l'évangile de Jean, quand on vous parle du parapet, c'est pas le Saint-Esprit, on annonce Mahomet. Donc ils ont essayé vraiment de se raccrocher aux évangiles. Donc plus tard, quand il y a eu l'affrontement avec les croisés, ça ravivait. L'association de l'idée que l'ennemi, c'est celui qui adhère au dogme de la Trinité. Alors, la Trinité assimilée au polythéisme, entre parenthèses, eh bien, peut relever d'une confusion. Parce que ça peut être également, d'ailleurs, c'est ce que dit le dogme trinitaire, 3 aspects d'un même Dieu. N'oublions pas que l'homme a été créé à son image. Donc, quand vous voyez un père ou une mère, dans son rôle paternel-maternel, ce n'est pas celui de son rôle social. Dans l'un, il peut être dur et dans l'autre, il peut être parfaitement complaisant ou vice-versa. Ni dans son rôle en tant que travailleur. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir un engagement politique, qui exercent un métier, qui sont père ou mère de famille, et dans ces 3 personnes qui vont avoir des attitudes différentes, qui sont différents, qui peuvent avoir même une personnalité différente. À tel point, par exemple, dans les criminels nazis, vous en aviez qui étaient des bons pères de famille gâteaux. Alors, donc c'est pas 3 dieux par rapport à l'hindouisme. Et n'oublions pas que les Arabes aussi ont été mis en contact donc avec l'hindouisme, avec l'invasion donc de l'Afghanistan, un massacre donc effectivement des populations. Donc ces appels au meurtre font peut-être référence à ces conquêtes, hein. Et donc où là on a 3 dieux, Shiva, Brahma, Vishnu. Cependant, je tiens à signaler que ces dieux ont des valeurs symboliques de complémentarité. On a Brahma qui est le créateur, Vishnu conserve et protège la vie, et Shiva le destructeur. Et ces 3 forces qui sont en permanence, qui agissent toutes les 3 en permanence. Donc c'est schématiquement, effectivement, ce qui correspond à la création, hein, avec l'apparition, disparition de certaines espèces, etc. Donc c'est quelque chose de bien vu, là encore, et qui est symbolique. Donc on pourrait voir que simplement les différentes civilisations ont eu une intuition des vérités que par la suite la science, que ce soit avec l'astronomie, les sciences de la vie, la biologie, la connaissance de l'ADN, a pu nous faire connaître.
Alors moi, je pense que de la même manière qu'on exigeait à la Révolution le serment des prêtres à la République, eh bien, on doit réclamer aux autorités islamiques en France, hein, seules celles qui acceptent ce contrat devraient être autorisées à être en France, d'établir un Coran liturgique épuré des incitations au passage à l'acte par haine religieuse. Les passages où il est question de tuer, de ne pas avoir d'amis juifs ou chrétiens, de brûler des polythéistes et dedans, donc, les associateurs qui sont considérés comme polythéistes, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent le dogme de la Trinité. Donc tout cela, toutes ces paroles doivent en être extraits, quitte à avoir un livre d'histoire qui explique effectivement les conflits guerriers. Bon, eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Ah non, je voudrais également faire un petit rappel. Alors, vous voyez, n'oublions pas toujours, on a le continent de plastique, qui maintenant, vous avez des crabes ou différentes bestioles qui vont y loger. Mais donc, cette pollution plastique qui tue les poissons, qui tue les oiseaux marins, vous avez double contamination, c'est-à-dire le macroplastique qui va étouffer, qui va empêcher la survie des oiseaux et des poissons. Alors, je vais vous montrer une autre image. Hein. Donc voilà l'image d'une pauvre tortue. Les vortex des déchets du Pacifique Nord feraient 3 fois la taille de la France, hein, ce fameux continent entre parenthèses. Et au niveau de l'Assemblée nationale, je vais vous montrer les statistiques qui sont celles de l'Assemblée nationale. Alors vous voyez, donc la production de plastique a connu un essor considérable, passant de 2 millions de tonnes au début des années 50, 2 millions, hein, ce tout petit trait, à 15 millions en 64, hein, par là, à 311 millions en 2014, donc c'est à peu près par là, à 438 millions en 2018, et 3,9 milliards de tonnes, soit plus de la moitié, ont été produites depuis simplement 2002. Hein. Donc, je vous rappelle, bon, on a eu une période, par exemple, où même à l'hôpital, vous aviez des seringues en verre. Bon, ça a été un apport important, effectivement, pour l'asepsie, le matériel jetable. Vous avez eu les couches culottes. Vous avez eu, par exemple, aussi tout ce qui est les lingettes. Vous avez eu les essuie-tout. Bref, alors on a double problème, c'est que vous avez une migration, par exemple, en Europe d'une population à forte natalité qui va consommer donc sur le mode européen, donc qui va augmenter donc tout ça. En plus, quand vous avez des gens qui débarquent comme ça, ben, on utilise beaucoup plus l'usage unique, évidemment. Vous avez une multiplication, bon, au niveau, vous avez même des enfants qui sont, ou la femme qui travaille, donc c'est plus difficile de les rendre propres aussi de bonne heure. Je vous prends des petits exemples. Vous avez la multiplication aussi de l'emploi des gants à usage unique, alors qu'avant c'était rare. Hein. Bon, les femmes de ménage avec des gants en plastique, mais qui n'étaient pas jetables, par exemple. Donc, on a vraiment une multiplication des déchets et surtout des déchets plastiques. Et c'est pas parti pour s'arranger. Donc, il faudrait vraiment avoir une réflexion au niveau de la pollution. Parce qu'on est en train, vraiment, si on tue l'océan, on tue la planète. L'océan, hein, tout comme l'atmosphère, c'est notre poumon. Bon, ben, je vous laisse méditer donc sur ces sujets. Et je vous dis donc à une prochaine fois. J'oubliais, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, attendez voir où ça va. Voilà.
Donc vous cliquez sur j'aime, hein, ou pas, vous vous abonnez et n'oubliez pas de cliquer sur les notifications. Et retournez voir également Marie-Jeanne Jourdan d'anciennes vidéos faites sur différents sujets d'actualité. Bonne journée à tous.